Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons reçu plusieurs messages d'encouragement. Ceux de nos évêques nous semblent particuliers. Nous faisons ici mention des excellences, nos seigneurs Cyril Hundékon, évêque d'Abomey, et François Nyorossou, évêque de Dassa, chargé de la famille, de la vie et du laïcat au sein de la conférence épiscopale. Nous donnons lecture du message écrit de son Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo. Il s'adresse au vice-président et à travers lui à tout l'Institut Jean-Paul II de Cotonou. Au révérend Père Théophile Akocha, vice-président de l'Institut Jean-Paul II. Cher Père, c'est avec joie que j'ai reçu la nouvelle de l'organisation du séminaire interuniversitaire qui aura lieu le samedi 8 mai 2021. Je vous remercie pour cette belle initiative et vous dis ma reconnaissance pour l'invitation qui m'a été adressée. Le thème du séminaire et les sous-thèmes qu'il étoffe sont si intéressants que je ne me soustrairai pas au plaisir d'être avec vous si l'urgence pastorale des confirmations ne me retenait pas ce jour-là même. Cependant, je vous resterai unis par la prière pour que toutes les activités programmées prennent leur source en Dieu et reçoivent de lui leur plein et bon achèvement pour un monde plus humain. En vous réitérant toute ma proximité spirituelle, je vous souhaite un fructueux et fécond séminaire. En union de prière, l'évêque de Porto Novo, Aristide Gonzalo. Tout en vous présentant nos excuses pour les quelques minutes de retard, nous invitons très respectueusement son Excellence, Monseigneur l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedji, vice-grand chancelier de l'Institut pontifical Jean-Paul II, pour le mot d'ouverture. Excellence, Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou, Messieurs et Mesdames les palénistes, Messieurs les professeurs, chères étudiantes et étudiants, et vous tous, participants à ce séminaire vital pour la famille et la vie, paix et joie à chacun et à tous. Dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire faisait une affirmation lumineuse qui garde encore aujourd'hui toute son actualité et son acuité. Il exhortait en ces termes une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Fin de citation. Cette exhortation s'adressait prioritairement aux peuples africains dont le destin tragique les a souvent fait osciller entre l'identité culturelle originaire et l'orientation idéologique provenant des colons d'hier et de certains partenaires occidentaux d'aujourd'hui. En termes d'idéologie, on peut essentiellement évoquer celle qui s'impose comme un horizon de valeurs anthropologiques, démocratiques, économiques et éthiques auxquelles l'Afrique est mise en demeure de se soumettre dans une méconnaissance totale de ses propres valeurs endogènes. Dans cette perspective, on assiste aujourd'hui à un certain totalitarisme éthique qui se résume en des valeurs affectives, familiales et bioéthiques auxquelles l'homme africain
n'hésite pas à faire allégeance. L'affectivité est conçue comme une expérience d'émotions multiformes. La famille comme une pure expérience sentimentale, monnayable à l'infini. Et la bioéthique comme l'instance d'un choix opéré à l'aune du plaisir du moment. On comprend alors pourquoi l'euthanasie et l'avortement ne se posent plus comme des défis anthropologiques, mais simplement comme des choix éthiques dépendant de l'émotion individuelle et des intérêts personnels. Il est déplorable de noter que cette orientation ne cesse de conquérir de plus en plus la conscience collective à travers un lobbying incisif dans le champ social. En effet, depuis quelques décennies, et surtout à partir de la conférence internationale du Caire sur la population et le développement de 1994, à partir de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995 et à partir du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 2003, la tendance est d'universaliser l'avortement, non seulement comme un choix éthique personnel, mais aussi comme un instrument de diminution de la population mondiale. À cette fin, se multiplient partout des projets de légalisation pour légitimer juridiquement la pratique. L'Afrique tout entière est ciblée pour cette cause. Les pays comme l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Cap-Vert, le Mozambique ont déjà passé le cap en reconnaissant l'avortement comme un droit de la femme. D'autres pays d'Afrique comme le Bénin sont sollicités et subissent une influence et une pression continue. Dans ce cadre, la question n'est pas de savoir si l'avortement est légitime, mais de réfléchir sur le statut anthropologique de l'enfant à naître, non seulement pour éclairer l'horizon des décisions législatives, mais aussi pour aider la femme à faire des choix consciencieux, sensés et vitaux. Dans la perspective judéo-chrétienne, s'il est admis que le souffle de l'homme vient de Dieu de façon toute spéciale, selon Genèse chapitre 2, verset 7, la vie humaine, dès son surgissement dans le ventre de la mère, apparaît inéluctablement comme quelque chose de hautement sacré. Dès lors, nul ne saurait, sous peine d'une atteinte grave à l'auteur même de la vie, prétendre la supprimer. Il importe de mener une réflexion de fond autour de cette problématique. Et c'est ce que l'Institut Jean-Paul II a résolu de faire à travers ce séminaire interuniversitaire où plusieurs disciplines scientifiques sont convoquées pour donner leur lumière. En tant qu'archevêque de Cotonou et vice-grand chancelier de cette structure, je salue avec ferveur l'initiative et remercie tous les organisateurs. Je forme le vœu que le Seigneur éclaire les divers panélistes et rendre vraiment lumineuses et éclairantes leurs interventions. C'est ainsi que nous pourrons, dans notre pays, prendre au sérieux l'exhortation d'Aimé Césaire en s'attaquant aux défis lancés à notre culture et à l'Église universelle pour en faire des opportunités qui honorent nos valeurs anthropologiques et spirituelles, ainsi que la civilisation de l'amour et de la vie. La conférence épiscopale du Bénin accompagne de sa bénédiction ce moment de réflexion et en mon nom, je déclare ouvert
le séminaire avec le vif souhait que la vie de l'enfant à naître puisse triompher du diktat des idéologies mortifères. Bien à tous et pleins travaux à nous tous. Nous remercions Monseigneur pour son mot d'ouverture. Entre le silence devant l'évidence et le combat pour la vie, que faut-il choisir? Excellences, nos seigneurs les évêques, honorables autorités universitaires en vos grades respectifs, distingués artisans de sciences et de culture, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui 8 mai 2021, c'est une délicatesse de la Providence que l'ouverture de ce séminaire coïncide avec les 99 ans de naissance de son éminence, le cardinal Bernardin Gantin, né le 8 mai 1922. La marche vers le centenaire commence ainsi aujourd'hui, 8 mai. Au nom du comité scientifique du laboratoire de psychologie africaine de l'éducation et de la famille, l'APAF, au nom du conseil exécutif de l'Institut pontifical Jean-Paul II et de la chaire cardinale Gantin, campus universitaire de la conférence épiscopale du Bénin, nous vous exprimons nos chaleureuses bienvenues à la 3e édition du séminaire d'études interuniversitaires 2021 à Cotonou, au Bénin. Nous sommes partis pour un séminaire en 3 moments. Au premier moment, nous allons présenter la problématique, suivie de 5 communications respectives de 15 minutes chacune, position debout. Au deuxième moment, nous aurons la remontée en panel, position assise. Au troisième moment, après les échanges, 7 étudiants de la chaire cardinale Gantin recevront leur attestation de formation en méthodologie de recherche et d'écriture scientifique dont le présent séminaire constitue la phase d'audition pratique. Problématique. L'enfant à naître est-il une personne? Le sujet qui nous rassemble est un dilemme. Il est d'une brûlante actualité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une question qui provoque l'évidence et qui demeure sans cesse heurtée à un doute délibérément entretenu en termes de conscience et d'avortement. Qu'il soit volontaire, sécurisé, momentané, thérapeutique, assisté, médicalisé ou vivement tempéré, l'avortement humain est l'interruption d'un processus de gestation de la vie. Notre problématique se situe précisément au niveau de la vie naissante face à la logique des législations sur l'avortement. Certes, au niveau biologique, les données actuelles sur la vie prénatale s'accordent sur le développement continu de la fécondation à l'embryon, c'est-à-dire à l'individu humain doué d'une information génétique propre, de l'embryon au fœtus, du fœtus au nouveau-né, viable ou non viable. Même si des questions restent à poser sur le principe de viabilité, de non-viabilité et du génétique monozygote en termes de jumeaux, la science contemporaine confirme cependant l'évidence sur le statut de l'enfant. Je cite, « Il y a un enfant, un individu biologique et humain nouveau dès que les gamètes masculins et féminins se sont unis pour former une unité nouvelle originale. Dès ce moment, cet être nouveau possède un génotype, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes et des gènes qui déterminent la totalité de sa constitution moléculaire. » Fin de citation. La biologie
et l'embryologie confirment l'évidence humaine alors que le droit s'en écarte parce que la dignité de la vie humaine reste légitimement hors du commerce. Ce qui pose le problème de la personnalité en droit et en conscience. Le juriste et le biologiste nous montrent que l'embryon est humain, soit dès le début, soit en condition. Cependant, ces mêmes données hésitent dans le dilemme d'une affirmation de l'embryon comme une personne à part entière. L'enfant à naître est-il une personne? Le sujet demeure de façon subtile dans la séparation entre le statut humain et le statut personnel. La notion de personne en son inviabilité et en sa dignité reste le socle du présent séminaire. Elle pose un paradoxe juridique évident qui, au regard des constitutions africaines, d'une part stipule la sacralité de la vie, mais en même temps envisage des projets de loi au profit de l'avortement. Mais selon quelle logique? Telle est la question principale de la première communication intitulée « La logique des législations sur l'avortement ». Elle sera présentée par le professeur Théophile Akora, que je vous demande d'accueillir sous vos ovations. Théophile Akora est titulaire d'un doctorat en éthique politique et d'un DEA en sciences juridiques et politiques, option droit public, à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et démocratie. Maître de conférences des universités de Camès, auteur de plusieurs publications, outre ses fonctions de vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, il est l'actuel vice-président, directeur de l'Institut pontifical Jean-Paul II, section Afrique francophone. Il dispose de 15 minutes pour sa communication. Père Théophile, à vous l'embon. Excellence et cher Père, Madame Médégan, Fagla Sedami, représentant le président de l'Assemblée nationale, chers professeurs et étudiants de cet institut, et vos participantes et participants à ce séminaire de vie pour la vie. Je vous salue dans le Seigneur. Le matin d'un jour dominical, un homme du nom de Kodjo, après avoir passé une nuit blanche, prit la décision d'aller voir son cousin, Kossi, pour lui rassembler les idées en termes de problématiques, c'est-à-dire lui dire tous ses problèmes. Et le problème le plus crucial, c'est sa femme, qui pour la 6e fois attendait un enfant. Au fait, Kodjo avait un programme bien défini. Avoir 2 garçons et 2 filles. Et voilà qu'il a eu le 5e enfant et le 6e était en route. Il en était fâché. Il dit alors à sa femme d'avorter, ce que refusa naturellement la femme. Dès lors s'installa entre eux une ambiance délétère, conflictuelle, avec ce que les sociologues appellent la guerre armée au cœur du foyer. En prenant la décision ce matin-là d'aller voir son cousin Kossi, il voulait le travailler pour le mettre de son côté, pour que le cousin aille justement dire à sa femme d'avorter. Et contrairement à son désir, ce cousin se mit à le travailler lui, en lui disant tout simplement: je comprends ton désarroi.
On peut avoir des prévisions dans la vie, mais n'oublie pas que les prévisions peuvent être généreuses. Et même si tu n'as pas voulu de ce 6e enfant, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Quelle idée as-tu de dire à ta femme d'avorter? Ne sais-tu pas que l'enfant dans le ventre de sa mère est déjà une personne? Si tu laisses vivre cet enfant, il ne deviendra pas une souris. Il deviendra un humain parmi les humains. Je t'en prie, ne commets pas de meurtre. Et ne dis pas à ta femme de commettre le meurtre. Il a compris, il s'en alla chez lui et la paix revint en sa maison. La grossesse évolue et un jour l'enfant naquit à la grande joie de la famille. Comme le dit Victor Hugo, quand l'enfant est accueilli, il est toujours bienvenu. Et quand il naît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. Voilà que 2 ans et demi après, Kossi, donc le cousin, alla rendre visite à Kodjo. En entrant dans sa maison, il vit à même le sol l'enfant qui devait être avorté en train de s'amuser. Après avoir salué Kodjo, le cousin Kossi lui demanda: « Mais mon frère, as-tu un coucoupe là? As-tu un coucoupe? Donne-le-moi, j'ai quelque chose à faire. » Il prit alors le coucoupe et se dirigea avec menace vers l'enfant, comme s'il allait lui faire mal. Et voilà que Kodjo bondit pour dire: « Même mon cousin, tu es fou! Que veux-tu faire? » Et Kossi de lui dit: « Je veux faire aujourd'hui ce que tu n'as pas pu faire hier. » Et Kodjo de lui dit: « Mais hier ce n'était pas un enfant, mais aujourd'hui c'est un enfant visible, ou bien tu es aveugle? » Et l'autre de lui dit: « C'était déjà un enfant, et c'est parce que je t'ai raisonné que tu l'as laissé vivre. Et comme tu l'as laissé vivre, aujourd'hui il est beau, resplendissant, rayonnant. Est-ce que tu n'es pas content? À partir d'aujourd'hui, il faut croire. Il faut comprendre que l'enfant visible était déjà un enfant invisible. Car, comme le dit Tertullien, ce qui doit devenir un homme est déjà un homme. Ce qui doit devenir un homme est déjà un homme. En tout cas, c'est ma conviction. Mais cette conviction n'est pas toujours partagée par les hommes de notre temps. Elle ne reçoit pas l'assentiment de tous. On comprend pourquoi, surtout en Occident, aujourd'hui, l'enfant subit plusieurs menaces. Et la menace la plus fondamentale est celle de l'avortement. L'avortement de l'enfant, au-delà des diverses phases de son développement, zygote, embryon ou fœtus. À part les diverses manipulations, la grande menace, comme je l'ai dit, est l'avortement, et l'avortement se pratique de façon générale aujourd'hui. On compte plus de 56 millions d'avortements par an. Et l'enfant à naître est menacé justement parce qu'il n'est pas considéré comme une personne. Et cette non-reconnaissance de l'enfant à naître comme une personne repose sur des motivations. Après les avoir évoquées et soulever les interrogations y afférentes,
j'émettrai quelques hypothèses en faveur de l'être personnel de l'enfant à naître, de manière à ce que ses droits soient désormais respectés. Commençons alors par la mise en relief des motivations de la non-reconnaissance de l'enfant à naître comme une personne. Le déni de l'enfant à naître comme une personne relève au fait d'une vision idéologique basée sur des arguments biologiques, philosophiques, féministes, politiciens, biomédical et juridique. Au niveau biologique, l'enfant à naître est vu comme un amant de cellules, un produit disponible et manipulable à volonté. Pour certains philosophes, l'enfant à naître n'est pas une personne parce qu'il lui manque justement l'usage de la raison, l'exercice de la liberté et l'incapacité de se constituer comme un sujet pensant, un sujet conscient. D'ailleurs, Descartes disait à ce propos, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Donc c'est la pensée qui fait la personne. Les féministes considèrent l'enfant à naître comme un morceau du corps de la femme. Et la femme peut en faire ce qu'elle veut, comme elle veut et quand elle le veut. Pour les politiciens antinatalistes, l'enfant à naître est bien souvent une chose gênante à éliminer pour assurer le bien-être de la famille et l'équilibre démographique. Pour la science biomédicale, l'enfant à naître est un matériau disponible à toutes fins utiles, un produit à sélectionner, à parfaire ou à défaire en cas de danger. Selon les juristes, enfin, l'enfant à naître n'est pas un sujet de droit parce qu'il n'est pas une personne sociale. Et je pense que c'est ce que semble d'ailleurs insinuer la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 1er qui stipule que tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc il faut avoir une reconnaissance sociale avant d'avoir la jouissance d'égalité de droits et de dignité avec les autres. Voilà les diverses motivations au regard desquelles le statut anthropologique et personnaliste est refusé à l'enfant à naître, occasionnant ainsi des dérives subséquentes de manipulation et de destruction massive d'embryons. La culture de la mort plante, pour ainsi dire, sa tente dans le monde et fait ses vagues avec des lois sans cesse permissives. C'est aussi le cas en Afrique, avec des lois restreintes ou élargies en faveur de la pratique abortive pour diverses raisons. Libre gestion du corps féminin, planification familiale, violence sexuelle et santé de la mère. À toutes ces raisons, il faut ajouter aujourd'hui celles liées à la politique du dépeuplement en Afrique par l'Occident. À cette fin, des chefs d'État occidentaux font violence à tous les chefs d'État africains pour la prise des lois abortives dans la perspective de l'application des droits sexuels et de la santé de la reproduction. Plusieurs projets sont en attente de leur exécution pour que l'avortement soit légalisé partout en Afrique. Que penser de ces pratiques? Que penser de ces motivations qu'il est légitime? Deuxième étape, analyse des critiques des motivations. Pour une analyse rapide de la situation, on peut dire
que les nombreuses menaces sur l'enfant à naître sont entre autres motivées par sa non-reconnaissance comme une personne. Mais peut-on vraiment dire qu'il n'est pas une personne? Peut-on dire qu'il n'est pas sujet de droit? Peut-on remplacer son droit par celui de sa mère? Ou doit-on mettre dans la même balance les deux droits? Voilà des questions capitales qui exigent des réponses éclairées. Avant que les diverses disciplines convoquées à ce panel de réflexion n'apportent leur lumière, je voudrais émettre 3 hypothèses qui pourraient baliser le chemin, tant pour la reconnaissance de la subjectivité de l'enfant à naître que pour la jouissance de ses droits. Première hypothèse, même s'il n'a pas encore la capacité de se constituer comme un sujet conscient de lui-même, de raisonner ou d'exercer sa liberté d'action, l'enfant à naître ne peut-il pas être reconnu comme une personne du moment qu'on sait qu'il est un être vivant et surtout une humanité en phase de graduation, de maturation et d'affermissement? L'hypothèse mérite d'être prise au sérieux quand on se rend compte qu'après la rencontre des gamètes masculins et féminins, l'œuf formé a un patrimoine génétique différent de celui de son père et de sa mère. Ce patrimoine est au fait un principe d'identité, d'individuation et de vitalité intérieure qui perdure au-delà des diverses phases de maturation. Dans son livre intitulé « Le tout-petit », Luc Lanoye le fait bien remarquer quand il déclare que dès la conception, la matière formée et sa forme intérieure sont une seule et même entité, c'est-à-dire l'être vivant avec un corps et une âme. En raison de cette vitalité et de cette humanité dans le petit de l'homme, Christine Boutin affirme qu'il est le tout premier citoyen dont l'État doit s'occuper à cause de son caractère faible, fragile et vulnérable. Elle l'appelle d'ailleurs embryon citoyen. Embryon citoyen. La tradition africaine croit fermement à l'humanité et à la personnalité de cet embryon. Elle l'entoure de soins, sans oublier la protection de sa mère. L'enfant à naître est d'autant plus soigné qu'on le considère non seulement dans son entité individuelle, mais aussi dans la représentativité ancestrale. Deuxième hypothèse, la reconnaissance de l'enfant à naître comme un être vivant en phase de maturation n'impliquerait-il pas ipso facto son acceptation comme une personne du moment qu'on ne peut faire la différence entre la personne et l'homme? Là où se trouve l'homme, là aussi se trouve une personne. Comme le dit en effet le Concile Vatican II, l'être humain est corpore et anima unus, c'est-à-dire l'unité de corps et d'âme. Et Emmanuel Lévinas dira que chaque être humain a un caractère personnel et chaque personne a un caractère corporel. On ne peut pas faire la différence entre les deux, c'est l'unité du corps et de l'âme. Si tel est le cas, ne peut-on pas dire que la reconnaissance de l'enfant à naître comme un être vivant va de pair avec la reconnaissance de son être personnel? Comme tel, ne mériterait-il pas d'être respecté? Troisième hypothèse. Ce respect ne s'impose-t-il pas eu égard à la réalité que l'enfant lui-même est demandeur de vie et a un instinct de conservation comme les personnes adultes? Au lieu de l'avorter dans l'anonymat, il serait bien de lui poser la question de savoir s'il veut vivre. Il répondrait par l'affirmative « je veux ».
Oui, je veux vivre. La preuve en est donnée par une preuve du terrain. Dans le film Cri silencieux, qui projette in live la pratique de l'avortement, on montra un embryon qui fuyait devant le bistouri du médecin. Si son cri était audible aux oreilles nues, on entendrait « Pardonnez, pardonnez, je vous en supplie, ne me tuez pas, je veux vivre ». Ce cri montre que l'enfant à naître est une particularité singulière qui a la vie et qui veut la vie. Comme le sujet, le psaume 139, il est tissé comme une personne dans le sein de sa mère. Il n'est donc pas un concept qui se modèle et évolue selon des lois, des idées et des connaissances, de manière à devenir ce que la culture en fait. Toutes ces hypothèses pourraient devenir des thèses à la reconnaissance de l'enfant à naître comme une personne. Avec le professeur Jérôme Lejeune, on peut retenir qu'il n'est pas une conjecture métaphysique, mais une évidence expérimentale. Si tel est le cas, on doit changer de vision à son égard et éviter qu'il subisse ce que Michel Squans appelle l'Holocauste prénatal ou le génocide intra-utérin. Il mérite protection de la part de tous, surtout des lois républicaines, des mamans et des praticiens de l'avortement. Et en cela, on doit pouvoir concéder l'objection de conscience, si on ne veut pas entrer dans cette pratique. Cela dit, il faut reconnaître que la décision à éliminer l'enfant à naître dépend parfois des situations conjoncturelles qui exigent d'être affrontées avec réalisme. Et c'est là ma troisième partie. Ici, je note que la problématique de l'avortement est en effet si complexe qu'on ne doute pas qu'elle traduit bien des fois des situations dilématiques, pas toujours faciles à résoudre. Citons ici quelques-unes. L'embryon portant un handicap, la grossesse à risque, la grossesse anormale, fruit d'un acte incestueux, la grossesse non désirée, catalyseur de conflit pour le foyer, la grossesse précoce qui apparaît comme un gâchis pour la vie de la jeune fille, la grossesse issue du viol d'une femme qui n'a aucune envie de faire de l'enfant né la mémoire d'une histoire soufferte qui devienne une hantise permanente. Toutes ces raisons sont compréhensibles, mais sont-elles suffisantes pour entériner le meurtre d'un enfant à naître? N'y a-t-il pas un équilibre à faire entre la gestion de la liberté de la femme et le refus de nuire à l'enfant à naître? N'y a-t-il pas des mesures sociales à prendre pour soulager à la fois la mère gestante et l'enfant à naître? Ne doit-on pas assurer un juste équilibre entre le droit de la mère et le droit de l'enfant à naître? Ce sont là des questions que les diverses approches de réflexion interdisciplinaire nous aideront certainement à résoudre. Pour ce qui me concerne, je garde la conviction qu'un problème humain trouve toujours sa solution quand on le résout avec humanité et dignité, au-delà des prétentions juridiques contraires. Faut-il conclure? Non, puisque c'est maintenant que tout commence. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite du plaisir à ce carrefour de réflexion. Bien à tous et à chacun, merci. Merci au Père Théophile. Nous l'accompagnons encore de nos ovations. L'avortement est une question sensible. Quel est le statut juridique de l'embryon? Le droit comme instance de jugement sur les faits consacre un espace de reconnaissance potentielle à l'enfant à naître. Mais l'ambiguïté
d'une telle reconnaissance est le conditionnement objectif et subtil lié soit à la légalisation de l'avortement, soit au droit à l'implantation, à la viabilité ou à la non-viabilité de l'embryon. Faut-il être viable pour exister juridiquement comme personne? C'est la question principale de la deuxième communication qui sera donnée par Dr Isabelle Anani, que je vous demande d'accueillir. Isabelle Anani est titulaire d'un doctorat en droit privé de la faculté du droit et sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Experte en droit des affaires, en droit du travail et en droit de la famille. Elle coordonne les masters recherche en droit privé à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives d'Abomey-Calavi. Elle enseigne à l'Institut Jean-Paul II, à l'Université d'Abomey-Calavi et à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Cotonou. Merci. Docteur Anani, bienvenue au séminaire d'études. Merci de disposer de 15 minutes pour votre communication. Merci, Père. Bonjour, cher public. Je vous salue en vos rangs et qualités respectives. Ma communication porte sur le statut juridique de l'embryon. Alors, pour aborder ce problème, nous allons essayer de définir ce qu'on n'entend pas statut juridique et enfin ce qu'on peut considérer comme embryon. Le statut juridique, en fait, c'est l'ensemble des normes qui fixent les droits et les obligations applicables à des catégories. Il pourrait s'agir des individus ou des choses. Et quand nous prenons l'embryon, en nous référant au doyen cornu, l'embryon est l'être humain à son développement. C'est la définition donnée par le doyen cornu dans le vocabulaire juridique. Mais en nous référant à la médecine, nous allons considérer l'embryon de la fécondation des gamètes jusqu'à la 8e semaine d'aménorrhée, donc nous dirons les 2 premiers mois de grossesse. Et il devient plus tard fœtus jusqu'à l'accouchement. Alors, quand nous prenons l'embryon, nous pouvons avoir l'embryon in utero, c'est-à-dire l'embryon qui a été conçu au sein de l'utérus de la femme. Nous aurons également l'embryon in vivo, ce que les médecins appellent communément FIV, fécondation in vitro, l'embryon qui a été fécondé en dehors de l'utérus et qui peut être immédiatement transféré au sein de l'utérus pour une grossesse ou qui peut être conservé, plus tard sera transféré. Nous avons les embryons surnuméraires. Alors, dans la présente communication, nous mettrons l'accent beaucoup plus en raison du thème général sur l'embryon in utero, pas uniquement l'embryon au sens médical du thème, nous irons beaucoup plus loin, nous irons jusqu'au fœtus, donc nous allons considérer l'embryon, pas seulement l'embryon, mais également le fœtus, donc de la fécondation jusqu'à la naissance. Et donc, le statut juridique de l'embryon reviendrait ici à voir dans quelle catégorie de droit privé on peut intégrer l'embryon. Donc, l'embryon, quand nous le prenons, ou quand nous prenons le droit positif, le droit privé, nous avons 2 grandes catégories. Nous avons d'une part les personnes et d'autre part les choses. Et donc, quand nous prenons l'embryon, en droit, peut-on le considérer comme une personne ou comme une chose? Conformément à l'article 1er du Code des personnes et de la famille, quand nous prenons l'alinéa 1er, le Père l'a dit tout à l'heure, on est personne physique comme vous et moi, que lorsque l'on est né vivant, dans le droit positif béninois. Dans le droit positif français, on met également l'accent sur la viabilité. Mais en droit positif béninois, l'embryon sera considéré, ou l'enfant à naître de façon générale sera considéré comme personne humaine, physique, comme vous et moi, que lorsqu'il sera né vivant.
Donc, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, il n'est pas considéré comme une personne humaine. Mais cela ne veut pas dire pour autant que dans le droit positif béninois, l'embryon est considéré comme une chose. Donc, c'est toute l'ambiguïté de la question sur le statut juridique de l'embryon. Quand nous prenons les lois, ou le droit positif béninois par exemple, quand bien même la loi ne considère pas l'embryon comme une chose, comme une personne, il ne le considère pas pour autant comme une chose. Donc l'ambiguïté met en avant deux grandes catégories si nous allons nous référer aux doctrinaires. Les premiers qui mettent l'accent sur le fait que l'embryon est une personne en devenir, donc une personne potentielle. Pour dire que quoi? Quand nous avons l'embryon, nous avons ce que nous appelons en droit l'adage infans conceptus. Pour dire que quoi? Dès lors que les intérêts de l'enfant conçu sont en jeu, on le considère comme s'il était déjà né. Nous allons le voir lorsque nous allons aborder la protection de l'enfant conçu. Donc, pour ces doctrinaires, cela suppose que l'enfant conçu n'est pas une chose, mais l'enfant conçu n'est pas également une personne, mais l'enfant conçu est une personne en devenir. L'enfant conçu est apte à être sujet de droit, à être titulaire de droit, assujetti à des obligations, à la personnalité juridique, mais il faudrait nécessairement qu'il soit né vivant pour acquérir cette personnalité juridique. Et donc, dans ce cas, l'enfant conçu, donc l'embryon, est considéré comme une personne potentielle, une personne en devenir. Mais à ces doctrinaires s'opposent ceux qui mettent l'accent sur le fait que l'enfant est une chose. Une chose, c'est pas au même titre que les tables, les chaises, mais une chose à statut particulier. Tout simplement parce que la logique binaire que suit le droit privé pour dire que nous avons deux grandes catégories. D'une part, les choses, d'autre part, les personnes. Donc, il n'y a pas un intermédiaire pour parler de personnes en devenir ou de personnes potentielles. Et donc, lorsque le législateur reconnaît que l'enfant n'est pas une personne, l'enfant conçu, n'est pas une personne humaine, n'est pas sujet de droit, n'a pas la personnalité juridique. Donc, pour les tenants de cette doctrine, cela suppose que l'enfant est alors une chose, mais une chose à statut particulier. Pour dire que quoi? Pas une chose au même titre que les meubles ou les immeubles, mais une sous-catégorie de choses qui, je dirais, est privilégiée. Une catégorie de choses privilégiées, donc, au-devant des cadavres qui sont également des choses à statut particulier, ou des animaux qui sont également des choses bien meubles, mais dont on peut faire une appropriation. Donc, choses, mais choses à statut particulier. Mais quand on prend le législateur béninois, quand bien même le législateur béninois, au niveau du Code des personnes et de la famille, met l'accent sur le fait que l'enfant conçu n'est pas une personne humaine parce qu'il n'est pas sujet de droit, on voit que le législateur béninois a renforcé la protection de l'enfant conçu. Toujours au niveau de l'article 1er du Code des personnes et de la famille, quand vous prenez l'alinéa 1er qui dit que la personne humaine est sujet de droit à partir de la naissance, au niveau de l'alinéa 2, le législateur béninois met l'accent sur le fait que l'enfant conçu a droit à la vie. L'enfant conçu a droit à son intégrité physique et même morale. Donc, quand nous prenons le droit positif béninois, l'enfant conçu n'est pas une chose, mais l'enfant conçu est une personne en devenir. Et donc, nous verrons dans une deuxième partie la protection que le droit positif béninois accorde à l'enfant conçu, donc à l'enfant à naître. Cette protection, nous l'avons aussi bien par le droit civil, et nous verrons au niveau du droit civil qu'il y a des droits extra-patrimoniaux, pour dire que quoi, des droits qui n'ont pas trait à l'argent, qui sont accordés à l'enfant alors même qu'il n'est pas encore né. Donc nous avons par exemple le droit à la vie, nous l'avons dit, à l'intégrité physique et morale,
le droit à la protection à toute atteinte à son développement, nous avons l'interdiction de l'avortement. Oui, le droit positif béninois, à l'heure actuelle, consacre l'interdiction de l'avortement avec quelques restrictions que le père a abordées tout à l'heure. En cas d'inceste ou de viol, il y a possibilité d'avorter. Nous avons également l'avortement thérapeutique lorsque la santé de la mère ou l'enfant souffre d'une affection très grave. Il y a cette possibilité d'avorter. Et également, au niveau du code de l'enfant, nous avons la possibilité pour l'enfant mineur d'avorter, mais lorsque la grossesse que l'enfant porte est susceptible de porter atteinte à son développement. Et quand on parle de développement, étant donné que le développement doit être attesté par un médecin, donc on peut toujours rejoindre l'avortement si éventuellement la grossesse est susceptible de porter atteinte à la vie de l'enfant mineur qui porte l'avortement, la grossesse. Et donc, voilà quelques droits extra-patrimoniaux que le législateur béninois consacre à l'enfant conçu. Nous avons également, au niveau des droits extra-patrimoniaux, la reconnaissance de grossesse, donc la reconnaissance de l'enfant conçu dès les 3 premiers mois, pour dire que quoi? Pour dire, certes, ce n'est pas un enfant, mais nous prévoyons que quand il sera là, il faudrait qu'on établisse sa filiation paternelle, et alors même qu'il est dans le ventre de la mère, il faut que son père aille établir une reconnaissance volontaire pour que la filiation soit établie plus tard. Donc, en dehors de ces droits extra-patrimoniaux, nous avons également des droits patrimoniaux qui sont reconnus à l'enfant. Patrimoniaux pour dire que quoi? Il y a des droits qui ont trait à l'argent, qui sont reconnus à l'enfant. Et donc, nous avons par exemple l'enfant conçu qui a cette possibilité d'hériter. L'enfant conçu qui a cette possibilité d'être inscrit dans un testament. L'enfant conçu à qui on peut faire une donation. Mais le problème qui se pose, c'est que ce soit la donation, que ce soit l'héritage, que ce soit l'inscription au niveau du testament, ça n'aura d'effet que lorsque l'enfant sera né vivant. Parce que pour les juristes, il y a cette question d'individualisation de l'enfant. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, l'enfant n'a pas encore un patronyme, l'enfant n'a pas encore un prénom, l'enfant n'a pas encore un domicile, l'enfant peut-être encore n'a pas encore un sexe. Et donc si on doit faire un partage successoral, alors même que l'enfant est dans le ventre, à qui allons-nous attribuer la part de l'enfant que nous considérons, si on doit le prendre comme sujet de droit, comme une personne, quel nom on va lui donner, quel prénom, quel sexe, etc. Et donc c'est pour cette raison que le législateur béninois dit tant que son intérêt est en jeu, je le considère comme s'il était déjà né. Et donc, du coup, on attend que la mère accouche pour faire la dévolution successorale. On attend que l'enfant soit né pour que le testament ait une valeur. Et donc, en dehors de ça, nous voyons également qu'actuellement, dans notre droit positif béninois, nous avons une protection pénale qui est accordée à l'enfant conçu. Nous avons l'interdiction de l'avortement. Actuellement, le droit positif béninois interdit l'avortement qui est suffisamment pénalisé. Et donc, nous avons l'avortement, même la tentative d'avortement est pénalisée dans le droit positif béninois. L'avortement par défaut de précaution ou de prévoyance pénalisé. Nous avons l'avortement en cas de non-assistance du médecin qui est également pénalisé. Donc, si on doit faire un petit résumé, à l'heure actuelle, dans notre droit positif béninois, quand bien même le législateur béninois ne considère pas l'enfant conçu, l'embryon, comme une personne, parce que pour le législateur, pour que l'enfant soit considéré comme une personne physique, il faudrait qu'il soit né vivant. Le législateur béninois protège suffisamment l'enfant conçu aussi bien par le droit civil que par le droit pénal. Mais il faut également faire une petite ouverture parce que, en raison de la procréation médicalement assistée consacrée dans notre droit positif, il faudrait également que nous nous penchions, certes, parce que quand nous prenons le thème du séminaire, il s'agit de l'enfant à naître, mais à côté des embryons in utero, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les embryons surnuméraires
qui également, en raison de la consécration de la procréation médicalement assistée chez nous, sont également là. Et donc la question principale, c'est de savoir est-ce qu'ils bénéficient eux-mêmes de la même protection que les embryons in utero. Nous avons au niveau du Code de l'enfant la pénalisation qui met l'accent sur l'interdiction de la production des embryons à des fins commerciales. Donc, dans ce cas, certainement, le législateur met l'accent sur les embryons surnuméraires. Cela voudrait dire qu'il faudrait que le législateur mette l'accent beaucoup plus sur la protection, pas seulement des embryons in utero, mais également des embryons surnuméraires. Avant de conclure, je reviendrai rapidement sur la question, parce que le père l'a dit tout à l'heure, relatif à l'avortement qui met l'accent sur quand il s'agit par exemple de l'inceste, quand il s'agirait par exemple d'un viol, où le droit positif béninois consacre la possibilité pour les mères d'avorter en raison certainement du sentiment qu'ils ont envers peut-être cet enfant, voire pourquoi pas dans le droit positif béninois consacrer l'accouchement sous INS si éventuellement la religion de la personne ne lui permet pas d'avorter, quand bien même il y a inceste ou viol, qu'on permette dans le droit positif béninois, qui est ce qu'on appelle les accouchements sous INS, pour dire je garde l'enfant jusqu'à ce que l'enfant naisse, mais je confie l'enfant aux autorités ou aux religieux pour qu'ils puissent s'en occuper au lieu de préalablement interdire ou avorter, parce qu'une femme enceinte chez nous, si ce n'est pas viol ou si ce n'est pas inceste, elle a la possibilité d'avorter sans tomber sur le coup de la loi. Je vous remercie. Merci, docteur Isabelle. Avorter sans tomber sous le coup de la loi. Question discutable. Nous accompagnons docteur Isabelle de nos ovations. Le statut de l'embryon continue de nourrir des controverses sur le début de la vie et sur l'ontogenèse des personnes. L'enfant à naître est-il une personne? De la biologie au droit, il y a un vide qui échappe. Où commence la personne? Sur quoi repose l'affirmation de la dignité de la vie intra-utérine, in vitro ou prénatale? Telle est la question fondamentale, question de conscience professionnelle, liée à la troisième communication sous le contrôle de professeur Flore Amande Gangbo, que je vous demande d'accueillir. Professeur Flore Gangbo enseigne à la faculté des sciences de la santé. Officier de l'Ordre national du Bénin, elle est professeure titulaire de médecine, histologie, embryologie et cytogénétique. Auteur de 43 publications scientifiques et de 2 ouvrages édités, elle a été respectivement directrice de recherche, ministre de la Santé de 2006 à 2007, présidente du Comité national d'éthique pour la recherche en santé depuis 2007, première vice-présidente du Conseil national de l'éducation de 2009 à 2017, et depuis 2016, elle est coordonnatrice nationale du programme santé de lutte contre le sida. Professeur Flore Gangbo, bienvenue au séminaire. À vous l'embon. Merci. Je vous salue toutes et tous en vos différents grades respectifs. Les étapes du développement d'un embryon vont constituer la première partie de notre présentation. Nous allons ensuite aborder les différentes explorations médicales, manipulations sur l'enfant à naître, et nous terminerons notre présentation par le concept de l'objection de conscience. Il a été déjà dit à plusieurs reprises que la grossesse normale dure 9 mois, soit 40 semaines,
Et les embryologistes distinguent deux périodes. La première période concerne les 8 premières semaines et la deuxième période de la 9e semaine à la naissance. C'est le thème consacré aux 8 premières semaines sur le produit de conception s'appelle embryon. Et après, on parlera de fœtus. La fécondation a lieu normalement au niveau du tiers externe de la trompe et elle induit 5 conséquences majeures déterminantes. L'activation de l'ovule qui achève sa deuxième division méiotique et le début de ce qu'on appelle la segmentation de l'œuf, c'est-à-dire les divisions successives. Première conséquence. Deuxième conséquence, le patrimoine génétique est reconstitué. N chromosomes provenant du père, N chromosomes provenant de la mère et on reconstitue les 2 N chromosomes. Les caractères héréditaires sont transmis, paternels et maternels. Le sexe chromosomique est déterminé. Si le chromosome Y est transmis dans le gamète mâle, on a la formation d'un embryon de sexe masculin et le contraire pour l'embryon de sexe féminin. Et le plan de symétrie bilatérale est déterminé. Et si vous regardez comment nous sommes constitués, nous avons 2 yeux, 2 pavillons du nez, 2 épaules, 2 poumons, etc. Tout ça est symétrique par rapport à un plan au milieu. Donc, voilà les 5 phénomènes qui sont déterminés à partir du moment où il y a eu fécondation. Du 2e jour de la fécondation, post-fécondation au 7e jour, les phénomènes qui vont se passer sont déterminants également et qu'il faut connaître. Nous allons voir un embryon qui aura successivement 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules au 2e jour, au 3e jour et au 4e jour. Et à un moment donné, les cellules vont tellement se multiplier que ça va ressembler à un mûr, un fruit qu'on appelle mûr. Je veux l'assimiler un peu au régime de palme, parce que le fruit mûr, on ne l'a pas. D'où vient le nom de morula. Et ensuite, cette morula va se creuser d'une cavité et on va voir se former distinctement tout ce qui va évoluer vers l'embryon, être physique, et tout ce qui va évoluer vers les annexes, c'est-à-dire placenta et consorts. Au 6e jour, on a tout cela. Notre embryon a quelques millimètres seulement. D'accord. À ce stade où il y a plusieurs cellules, c'est à ce stade, comme l'a dit ma prédécesseur, quand on veut faire un transfert d'embryon, c'est à ce stade non qu'on regarde la morphologie et on peut faire un transfert déjà à ce stade-là. On peut faire des analyses biologiques plus poussées comme la PCR et c'est parce qu'on a pu faire cela qu'on connaît aujourd'hui la carte du génome humain, parce qu'on a pu aller prélever à ce niveau. Le 6e jour, donc, nous sommes toujours dans la première semaine, correspond à la dernière étape avant que l'embryon qui a été formé ne s'applique dans la paroi utérine. Ce phénomène aussi est important. Donc, à quoi on va assister? Si tout se passe bien, l'application qu'on appelle nidation va bien se faire. Si ça ne se passe pas bien, tout va s'écrouler. Et parfois, la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte et tout s'en va avec du sang et elle pense qu'elle a des règles. Donc, au 7e jour, l'endomètre est prêt à assurer l'implantation de l'embryon. En somme, à la fin de la première semaine, peut-on dire qu'il n'y a pas de vie humaine qui vaut protection? Parce qu'à ce stade, la forme humaine n'est pas encore acquise. À notre avis, non. Puisque tout le matériel, tout le programme génétique, sans lequel rien ne peut se faire, tout cela est mis en place. Et que
que le processus mis ainsi en route va se dérouler dans un ordre chronologique magnifique, jusqu'au bout, si rien ne vient entraver l'évolution. Donc déjà, à la fin de la première semaine, tout existe. De la 2e semaine à la 8e semaine, nous aurons l'enfouissement complet, les modifications de forme, l'augmentation de la longueur, et au 2e mois, nous avons donc un embryon qui a quelques centimètres. Cette période embryonnaire, donc les 8 premières semaines, sont donc caractérisées par la multiplication des cellules qu'on appelle cellules souches. Et c'est à ces cellules souches que les praticiens vont se référer après pour faire un certain nombre de traitements. À cette époque, le placenta est très peu perméable, donc l'embryon est bien protégé par ses annexes, mais c'est également une période de grande sensibilité pour les facteurs tératogènes externes. La femme doit donc bien faire attention. Et c'est parce que cette période est sensible que nous, dans nos pays sous-développés, nous prescrivons de l'acide folique, le petit comprimé qui permet de protéger contre les anomalies du système nerveux. Ailleurs, ils n'en ont pas besoin, mais vous voyez que c'est encore une période très très importante. À la 8e semaine donc, peut-on dire qu'il n'y a pas de vie humaine qui vaut protection? À notre avis, non. Puisque tout le matériel génétique sans lequel rien ne peut se faire est en place. Et que l'essentiel des différents appareils qui vont assurer les grandes fonctions de l'organisme est en place. Le processus est mis en route et va se dérouler de façon séquentielle et ordonnée. La période fœtale qui part de la 9e semaine à la fin, au cours de cette période, tout est déjà mis en place. Ce qui va se passer, c'est que ça va grossir, ça va changer de forme, ça va prendre différentes positions pour qu'on aboutisse au bébé qui a une tête, des épaules, des bras, des pieds. Tout le programme existe déjà. Alors, je passerai donc les différentes étapes qui caractérisent le 3e mois, le 5e mois, le 6e mois, pour dire qu'au 3e trimestre, c'est essentiellement de la maturation. Ce qui est maturé, mature parce que ça existe déjà. La maturation pulmonaire, la maturation cérébrale, la maturation rénale, c'est aussi une période clé pour la croissance fœtale, puisque le volume de l'embryon et son poids vont augmenter successivement. Nous pouvons donc dire, et je rejoins parfaitement mon prédécesseur, qui a bien distingué les différentes phases. Je crois que les juristes ont été certainement prudents, mais éclairés par ce qui se passe, ils peuvent améliorer le discours pour être très très clair. Je m'en vais maintenant aborder rapidement la bioéthique, les explorations médicales et les manipulations sur l'enfant à naître. Le concept de bioéthique combine deux notions, bios pour les connaissances biologiques et ethos pour les valeurs humaines. Initialement employé dans un sens très large, le thème bioéthique a été délimité aux questions soulevées par l'émergence des nouvelles pratiques médicales depuis la fin des années 70. Selon l'OMS, la bioéthique est la partie de l'éthique consacrée à l'examen des problèmes du domaine de la santé, des soins de la santé et de la recherche. Donc la bioéthique étudie les problèmes liés à l'avortement, à l'eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on peut décider qu'on va avoir un enfant dont le nez sera de telle manière et l'oreille de telle manière, on peut aller sélectionner pour dire on ne veut que cette catégorie de personnes. C'est ça l'eugénisme. Donc la bioéthique se prononce sur ces aspects-là, sur le clonage humain, sur tous les problèmes liés à la procréation médicalement assistée, sur les dons d'organes, le risque de trafic, la manipulation des embryons, etc. Est-ce qu'il y a des lois de bioéthique? Il y en a. En France, les principales lois de bioéthique datent de 1994 et de 2004.
Ces lois définissent les règles à suivre pour le don d'organes, la procréation médicalement assistée, le diagnostic prénatal. La loi 2004 interdit le clonage thérapeutique ou reproductif, la recherche d'embryons, sauf dérogation, mais ces lois de bioéthique ont été révisées en 2011. Au Bénin, à mon humble avis, il n'y a pas de loi spécifiquement centrée sur la bioéthique. Je voudrais toutefois profiter de l'Assemblée que j'ai pour faire allusion à deux types de lois qui existent, même si elles ne sont pas spécifiquement centrées sur la bioéthique. Il y a l'ordonnance 73-14 du 8 février 1973 instituant code de déontologie médicale. Et dans ce code, il y a deux articles. L'article 37 qui dit « Nul ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère. » L'article dit encore que lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins, dont l'un est pris sur la liste d'experts près le tribunal civil, après examen et discussion. Et ils attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. L'article 38 de cette ordonnance dit « Au cours d'un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant sans se laisser influencer par les considérations d'ordre familial. » Voilà quelques articles que je pourrais dire qui pourraient être liés, mais pas vraiment à la bioéthique. Je voudrais, dans un deuxième temps, citer la loi 2010 du 8 décembre 2010 portant code d'éthique et de déontologie pour la recherche en santé en République du Bénin, qui fixe les règles d'encadrement de la recherche. Cette loi est assez générale. Elle met néanmoins l'accent sur le devoir pour le médecin de protéger la vie, la santé, la vie privée et la dignité du sujet. Le temps imparti étant très court, je voudrais maintenant aborder l'objection de conscience. C'est très important. L'objection de conscience est une attitude individuelle de refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec des convictions intimes qui peuvent être de nature religieuse, philosophique, politique, idéologique ou spontanée. C'est dans le domaine militaire qu'on a souvent observé l'objection de conscience. Le premier objecteur que la littérature mentionne serait Maxilianus, qui en 295 a été appelé à servir dans les légions romaines à l'âge de 21 ans. En tant que fils d'un ancien combattant romain, il aurait toutefois déclaré au proconsul de Numidie que ses convictions religieuses lui interdisent de porter des armes. Il a persisté dans son refus et il a été exécuté. L'objection de conscience peut intéresser plusieurs domaines. En dehors du domaine militaire, on peut retrouver cela en économie, dans le domaine de la santé et porter sur n'importe quel sujet. Dans le domaine des soins, l'objection de conscience consiste en un refus de fournir un traitement ou une prestation fondée sur des convictions personnelles, de nature morale ou religieuse, qui s'imposent à la conscience professionnelle. Au Bénin, est-ce qu'on parle d'objection de conscience? J'ai retrouvé juste l'article 37 qui dit qu'en cas d'indication d'avortement thérapeutique,
le médecin doit s'incliner devant le refus éventuel de la malade, dûment informée. Cette règle ne peut supporter d'exception que dans les cas d'extrême urgence et lorsque la malade est hors d'état de donner son consentement. Et si le médecin, en raison de ses convictions, estime qu'il lui est interdit de conseiller de pratiquer l'avortement, il peut se retirer. Donc, l'ordonnance de 73 protège le médecin. Il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié. Il y a plusieurs associations qui militent contre l'avortement et d'autres qui sont en faveur. Je voudrais juste citer ici le cas qui a été reçu au Parlement européen par un député qui a déposé une résolution. Ce député est un député croate qui a déposé une résolution sur la situation de la santé des droits sexuels et génésiques dans l'Union européenne. Et j'ai été admirablement surprise de la réaction du Parlement européen qui a débouté ce député-là en disant que son projet de résolution est en dehors des compétences de l'Union européenne, que c'est contraire au droit. Et l'Union européenne rappelle qu'il appartient à chaque État de disposer de la loi et non de demander à l'Union européenne de prendre une loi commune pour tous les États. Je résume un peu l'idée. Donc, ce projet de résolution a été également rejeté parce qu'il est contre la liberté de conscience. Et selon le projet, si c'était adopté, la réalisation du droit à l'avortement exigerait la suppression de tous les obstacles à sa pratique, et notamment celui de l'objection de conscience. Donc, même l'Union européenne s'est rendue compte qu'elle ne peut pas adopter ce projet de résolution et l'imposer aux États membres parce que, en le faisant, elle allait supprimer les obstacles à la pratique et notamment celui de l'objection de conscience. Cela veut dire que l'objection de conscience est toujours valable. Cette année, en 2021, l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II de philosophie et de sciences humaines nous réunit pour aborder cette question d'objection de conscience. Cela traduit donc le désir de combler un vide juridique. À la suite des différentes présentations, il nous appartient de voir quelle suite donner à cette assise. Nous pensons qu'il est nécessaire de mettre en place un encadrement légal afin de bien délimiter cette période intra-utérine dans laquelle on suppose qu'il s'agit d'une personne en devenir et non d'une personne, pour pouvoir combler le vide de cette période et clarifier les idées des uns et des autres. Il s'agit d'un engagement qui doit être pluridisciplinaire. Les religieux, la société, les obstétriciens, les embryologistes, un peu comme cela se fait, sans oublier ceux qui seront amenés à porter la loi au Parlement. Je voudrais donc vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation rapide qui a été raccourcie. J'espère que le peu vous a plu. Je vous remercie. Merci, professeur Faure Amand Gangbo. L'encadrement de la vie prénatale devient une exigence et en même temps une formation des consciences. L'enfant à naître est-il une personne? Le passage de la biologie au droit, dans la logique des politiques natalistes, interroge les représentations socio-culturelles en Afrique. La quatrième communication aborde la question sous l'angle endogène. Elle sera présentée par Dr Nadine Sosunto, que je vous demande d'accueillir.
Nadine Sosumuto est docteure en socio-anthropologie à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Elle poursuit ses expertises en sociologie et en anthropologie de la santé. Elle enseigne à l'Institut Jean-Paul II et à l'université d'Adjara. Docteur Nadine, merci de nous entretenir. À vous la communication en 15 minutes. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons essayer de décortiquer un peu comment dans la culture africaine, la protection de l'enfant à naître se fait et aussi comment la maman qui porte l'enfant est protégée pour le bien-être de cet enfant. Alors notre communication tournera autour de la conception à l'accouchement, des éléments de protection de la mère et par ricochet de l'enfant à naître, et aussi faire un zoom vers l'interruption de la grossesse. Alors là, nous nous sommes posé la question, pourquoi un avortement avec tout ce qu'il y a comme activité sociale autour de la grossesse dans nos cultures africaines. Les pratiques culturelles et les superstitions autour de la maternité sont nombreux dans tout le continent noir et sont assez semblables dans de nombreuses ethnies. La colonisation, les progrès médicaux et les religions les ont fait évoluer. Malgré tout, elles perdurent, même si elles sont aujourd'hui un peu plus suivies à la campagne qu'en ville. Ces pratiques sont souvent jugées par leur côté peu vieux jeu et par la jeune génération, mais fait partie intégrante de qui nous sommes en tant qu'Africains de façon générale et béninois de façon particulière. Ce sont des activités humaines fondamentales, comme je viens de le dire. Par conséquent, nous devons dire que notre vie sociale n'existe et n'a de sens que parce qu'assujettie à cette gamme de considérations culturelles. Ce qui nous permet d'asseoir notre quiétude à la fois mentale, somatique et sociale nécessaire à notre suivi. En Afrique, on ne plaisante pas avec certains usages rituels de la maternité, en ce qu'ils constituent le socle sur lequel reposent les activités fondatrices de la vie humaine. Alors là, de la conception à l'accouchement dans la culture africaine, qu'est-ce qui se passe? Chaque société africaine a ses règles et coutumes bien spécifiques liées à la naissance. Cela obéit à un ordre social et celui qui se met en marge en subit les conséquences. Ces pratiques permettent de protéger la mère et l'enfant des mauvais sorts durant la grossesse, la naissance et le postpartum. De l'annonce de la grossesse. Dès l'annonce de la grossesse, d'importantes attentes sociales pèsent sur la future mère quant au bien-être et même à la normalité de son fœtus in utero. La grossesse est une activité sociale à part entière à travers le déploiement des normes qui l'encadrent et la manière dont les rapports sociaux le modèlent. Ces activités sociales ou la production de l'enfant en termes vulgaires, pour prendre les termes d'Anne-Marie Devreux, prend une forme particulière en fonction des propriétés sociales et de la situation des principales actrices. Si en Occident, les femmes se permettent de dévoiler leur ventre arrondi et de dire à qui veut l'entendre qu'elles seront bientôt maman, l'affaire est tout autre en Afrique. Les femmes ne parlent presque jamais de leur état en dehors de leurs proches parents par peur qu'ils leur portent
le mauvais œil. Au Bénin, l'état de grossesse n'est souvent pas évoqué. On considère que le ventre qui s'arrondit parle de lui-même. Le fœtus, comme l'ont dit les autres disciplines tout à l'heure, est un être redouté. On se demande, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est quoi qui vient? Le juriste l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Il va venir comment? Donc déjà, dans la culture, c'est un être redouté. Dans plusieurs pays, on pense que le fœtus a un lien privilégié avec les esprits et les ancêtres. Au Bénin, le fœtus est considéré comme un être inconnu qui peut être l'incarnation d'un ancêtre, d'un esprit. Pour ce fait, il y a l'obligation de le protéger des esprits maléfiques pour ne pas apporter un monstre au sein de la famille. Et là, toute la famille s'y attelle. Durant la grossesse, alors, prudence sera faite. Dans de nombreux pays, le Bénin, le Mali et le Sénégal, la femme enceinte doit faire preuve d'une extrême prudence. Ainsi, elle doit éviter de sortir la nuit. En Afrique, ces heures sont dites réservées aux esprits. Une femme enceinte qui s'aventure dehors à 16 heures interdites donne un libre accès à son corps aux esprits malfaisants. Elle doit également protéger sa maison de toute intrusion si elle ne veut pas que le mauvais esprit transforme l'enfant à naître en monstre. La femme enceinte doit éviter de s'approcher de tout ce qui a rapport avec la mort. Un lieu d'enterrement ou de deuil est le dernier endroit où devrait se trouver une femme africaine enceinte. Selon la tradition africaine populaire, tout ce qui est lié à la mort attire les mauvais esprits, alors que la femme enceinte ainsi que le bébé sont très très vulnérables. L'accouchement, un grand moment de silence malgré la douleur. La discrétion s'impose dans la majorité des pays du continent avant et durant l'accouchement pour éviter le mauvais œil, souligne Jacques Hubert dans son ouvrage « Rites traditionnels d'Afrique ». En Afrique, la femme doit accoucher en silence pour ne pas alerter les esprits qui pourraient s'emparer de son nouveau-né. Alors là, quels sont alors les éléments protecteurs de la femme enceinte et de l'enfant à naître? Chaque conception est sacrée et s'entoure de 1001 superstitions et rituels. L'enfant, dès la conception, est un être vivant à part entière et doit être considéré comme tel. La femme enceinte, pour sa protection, surtout dans les zones rurales, si nous considérons que ces pratiques sont souvent jugées de rétrogrades et de sataniques par la jeune génération, à cause de la modernité et des religions révélées. Elle doit bénéficier de la consultation de l'oracle. Si on se rapproche de nos mères, de nos grands-parents, on aura l'information. Dans la tradition, quand la femme tombe enceinte, il faut consulter plutôt l'oracle pour voir les dispositions à prendre pour le bien-être de l'enfant à naître, par à ricochet pour le bien-être de la femme qui porte cet enfant-là. Alors là, il y a quelques éléments de protection où on dit de garder un caillou ou une épingle sur soi avant de sortir la nuit. Vous ne me direz pas le contraire. De mettre la ceinture de grossesse confectionnée par un praticien pour celles qui font souvent des fausses couches. De ne pas manger tel aliment ou tel autre compte tenu des consignes de l'oracle, etc. Sur le plan médical, on le sait tous. La femme doit aller au moins à 3 consultations prénatales avant l'accouchement. La grossesse, comme tout événement charnière dans la vie d'une famille, a aussi un lot de traditions ou de choses à faire ou
à ne pas faire. Pourquoi penser alors à l'interruption volontaire de la grossesse? Je mets volontaire pour ne pas ouvrir le débat. Parce que quand je vais parler d'interruption, tout court, on va me dire il y a l'interruption thérapeutique, surtout que ça fait débat aussi. Alors, en Afrique, la problématique de l'avortement est encore une question taboue et les statistiques concernant ce phénomène sont presque inexistantes. L'avortement reste encore un sujet sensible car il est condamné légalement. Dans notre pays, comme l'a dit le juriste tout à l'heure, proscrit par la société et interdit par la religion. Il touche à un domaine intime et les femmes ont tendance à sous-déclarer cet acte, surtout qu'il est pratiqué de façon clandestine. Bon, quelques facteurs ou bien quelques raisons pour aller à l'avortement. C'est une étude qu'il a révélée où si c'est une grossesse précoce, on parle des études de la jeune fille. On parle des prévisions, comme l'a dit le père Akora tout à l'heure, où on a prévu de faire 4 enfants. Finalement, on est au 5e et le 6e s'annonce. Donc, il faut arrêter ça parce que ça ne fait pas partie des prévisions. Il y a aussi le manque de moyens financiers qui est évoqué comme raison. Et il y a aussi la responsabilité du conjoint qui, pour la plupart du temps, vient d'un milieu précaire ou bien est très très jeune pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette grossesse-là. Dans ce cas, peut-on se demander si la notion de droit à la vie varie en fonction du milieu culturel dans lequel se vit la vie ou où se développe la vie. En tout cas, dans toutes les cultures africaines en général et celle du Bénin en particulier, la vie est sacrée. Chaque enfant à naître a le droit à la vie. Il a une dignité à respecter et a le droit à la protection, ce qui s'observe naturellement dans les perceptions et les pratiques de la maternité pour la dignité humaine, malgré le pluralisme culturel. Même les sociologues Léo, à nous bémitons et nous venons lo hoden dotion na doro kleumero fongomedo megegede wo ejuro ebo ewafi wo ka sezo jage be obihui so ya lo ondo dido erojere dopodopo mi ton de ro fio kenwe mi gberopo bo je no mi ton le o bo do hwendo nu wa mi ton le me o mele bihui no po bo jangodo do onyona non-ton bonu vide na jiso eni vijofi no ezombo mi no fi egbedione nu gan hi ho me o e ka oze mi do monu vo na bo tru mi kon igbewe o mi na do fi egbedian ho cambione bodion mi kale vo ado kin cambio mi de do nu eje do yo voto me bo je do file le o eyan ewezombo mi dere so mi na yi bona bloro to mi ton me sama kanu bio wiwa zinzan mi ton zinzan to mi ton me ton le a e rojere que o toleme o ehan era de ho ewezombo mi dere so mi na yi il est bien vrai oh j'ai fait l'effort mi mona jere que ero mi sisa bon tole bime to de ko blole babonu mi dere suni blodi e do hun lo mi na jo mi de do bona kwe do ye sama flin gudo ya nu e ban tun fi e ho ngbe a o e no tun fi de gosion lo mi dona jijan do o fi e mi gosion bona si hu tun gbeto de mi jan yin so ndokuton mi. En résumé, pour les locuteurs non-fonds, il est important la connaissance de soi pour une vie meilleure et pour un avenir radieux. Merci, docteur Nadine, de nous avoir accompagnés dans cette communication.
L'enfant à naître est-il une personne? Y a-t-il un ordre personnel qui mette l'enfant à l'abri dans la vie prénatale? Qu'est-ce qui fonde la personnalité et la dignité d'une vie préutérine? Telle est l'interrogation majeure de la dernière communication intitulée « C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère ». Cette affirmation des poétiques davidiques nous permet d'approfondir le débat sur la protection de l'embryon. D'où vient l'enfant? Quand est-il reconnu comme personne? Pourquoi doit-il être respecté en milieu prénatal? Le docteur Mathieu Hayfon a accepté de nous ouvrir de nouvelles perspectives. Je vous demande de l'accueillir sous vos ovations. Mathieu Hayfon est titulaire d'un doctorat en exégèse. Il poursuit ses expertises en éthiologie et en anthropologie religieuse et biblique. Il est professeur d'écriture sainte au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Père Mathieu, bienvenue au séminaire d'études. Merci de nous entretenir. À vous Lambon pour 15 minutes. Merci beaucoup, Père Brice. Bonjour, Monseigneur. Bonjour à vos chers invités. C'est vrai, il m'a donné 15 minutes, mais en son temps, je pourrais demander à celui qui a la police du débat, ou plutôt de la communication, la permission de me soustraire à la dictature du temps. Alors, lorsqu'il y a 3 jours, un confrère, prêtre, m'a appelé, il a été très sincère et très vrai avec moi. Il m'a dit, Mathieu, j'ai appris la publicité, mais je suis très sûr, eu égard à ma connaissance relative des Saintes Écritures, je suis très sûr que tu seras très en difficulté aujourd'hui pour démontrer bibliquement que l'enfant à naître est une personne. Et pourtant, les Saintes Écritures ne sont pas étrangères à ce débat. Et j'ose même dire que c'est même à partir d'elles qu'il aurait fallu situer et poser le débat. Dans tous les cas, les Saintes Écritures ont la dernière parole. Alors, cette question est posée par la Bible, par les Saintes Écritures, en tenant compte de 2 aspects, de 2 axes. L'enfant à naître dans l'acte de la création, d'une part, et d'autre part, l'enfant à naître dans le processus de la création. Voilà donc les 2 axes centraux autour desquels s'articulera ma communication. Et j'en ajoute un 3e qui sera la concrétude, pour ne pas dire la concrétisation des 2 axes énoncés. L'enfant à naître dans l'acte de création. Il nous faut tout de suite remonter au principe de la création, en particulier à ce 6e jour, où après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre » Genèse 1, 28. Juste après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur donne en même temps le pouvoir de procréation. Et ce pouvoir de procréation ne relève pas, disons, n'est pas l'apanage de l'homme. C'est un pouvoir de création, de procréation qui est inscrit dans sa nature profonde, dans sa nature biologique, comme une bénédiction et comme un don de Dieu.
Dès lors qu'il y a fécondation, nous sommes à l'écoute des Écritures, dès lors qu'il y a fécondation, c'est déjà l'acte de procréation qui se met déjà en route, qui est déjà en voie de développement. Et la procréation donc est donc une procréation, c'est-à-dire une pro-création, un acte pour la création. Et dans cet acte de procréation, nous avons deux causes. Une première cause qu'on appelle la cause causante, qui est Dieu, et une seconde cause qui est la cause instrumentale, l'homme. Nous avons une très belle illustration de ce que je viens de dire en Genèse 4.1. Je vous lis le texte pour que vous puissiez suivre ce que je vais expliquer par la suite. On dit, l'homme connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par le Seigneur. L'homme et la femme exercèrent le pouvoir de procréation inscrit dans leur être profond, dans leur nature profonde par l'acte sexuel. Résultat, nous dit Genèse 4.1, Ève conçut. Et le verbe concevoir, utilisé par l'auteur sacré, disons, utilisé par Ève dans le texte, en hébreu, c'est rara. Et ce verbe rara a été traduit en grec. Vous savez qu'il y a deux textes de base. Il y a le texte en hébreu et le texte grec. Donc le verbe rara en hébreu a été traduit en grec par le verbe sulambano. Et c'est ici que vous allez percevoir que la façon de s'exprimer de l'auteur sacré est d'une qualité exquise. L'auteur biblique ne dit pas simplement concevoir, parce que c'est ce verbe qui a été traduit en français par concevoir. L'auteur biblique utilise sulambano, qui entre autres évoque l'idée de capturer et d'attraper un homme. Et c'est là la belle définition de la conception. Concevoir, dans la logique des Saintes Écritures, dans la logique de Genèse 4.1, concevoir, c'est attraper un homme. Et donc vous comprenez que déjà la conception, que nous avons un homme et un vrai homme. Il y a dans la phrase de Ève un parallélisme synonymique. Ève conçut et dit, j'ai acquis un homme de par le Seigneur. Concevoir et acquérir un homme sont alors dans cette dynamique synonyme. J'ai acquis un homme de par le Seigneur. Nous poursuivons l'analyse. Le verbe acquérir, utilisé dans la version grecque de la Septante par Ève, est mis, peut-être ici je me parle à moi-même, à la voix moyenne. Pour votre propre culture biblique, j'explique rapidement ce qu'on appelle voix moyenne. La voix moyenne indique que le sujet du verbe est directement impliqué dans l'action du verbe ou en est bénéficiaire de l'action du verbe. C'est le verbe taomai que l'auteur sacré a mis ici à la voix moyenne. Cela signifie que Ève, en disant « j'ai acquis un homme de par le Seigneur », Ève se considère comme bénéficiaire de cet homme-là, pour ainsi dire, du fait de concevoir, du fait d'attraper un homme. Mais le verbe, la voix moyenne, cette voix moyenne peut aussi s'expliquer grammaticalement par, je viens de l'évoquer, par l'implication directe du sujet. Et nous l'avons entendu, Ève conçut, l'homme connut Ève et Ève conçut. L'homme et la femme sont donc impliqués dans l'acte de
entre griffes d'attraper un homme. Alors, chers amis, nous comprenons alors que pour Ève, c'est Dieu qui est la cause causante. J'ai acquis un homme de la part du Seigneur, de par le Seigneur, et en même temps, lui, Ève, Adam et elle, Ève, tous deux sont impliqués dans cet acte-là, ils deviennent tous deux causes instrumentales. Mais alors, la cause instrumentale dépend de la cause causante. Puisque nous l'avons déjà dit, le pouvoir de procréation est inscrit comme une bénédiction et comme un don dans la nature profonde de l'homme et de la femme. En définitive, l'enfant vient de Dieu. J'ai admiré et apprécié la sagesse de cet homme, un sage d'un certain âge, qui, félicité par ses amis à l'ordination, lors de l'ordination d'un de ses enfants, leur répondit ceci. Il disait, « Nyewe, minando kuna, et sonu mino manrewe. » Et il conclut, « Nous ewa, bo mon vio, dien ewa, bo ba viko. » Autrement dit, l'enfant vient de Dieu. C'est ce qu'on fait pour avoir l'enfant, c'est cette même chose, ce même acte qu'on pose, et on n'obtient pas l'enfant. L'enfant retourne à la cause causante, l'homme n'est qu'une cause instrumentale. Mais alors, quand on a fini de situer l'enfant dans l'acte de la création, il faut alors se poser la question relative au processus de la création. À quel moment l'enfant à naître peut-il être considéré tel? Alors, pour répondre à cette question, il nous faut considérer et analyser, ne serait-ce que brièvement, la sémantique biblique, la terminologie biblique utilisée par l'auteur sacré. Je vous fais grâce de toutes les considérations techniques. Je retiens seulement ici deux choses, deux mots. Le premier mot ici qu'il faille considérer, c'est bien évidemment le verbe bara, qui indique une idée de construction. Et de façon générale, tous les verbes de création indiquent la durée. L'acte de création s'inscrit dans la durée. Mais on ne parle pas de création seulement à la fin du processus. L'analyse des termes, de la terminologie biblique indique que déjà dès le premier instant, il est question déjà de création. En définitive, on ne devient pas homme à la fin du processus, mais on est déjà homme dès le premier instant. C'est ce que devait concevoir sur la maladie, attraper un homme. Cela c'est très clair dans les très saintes Écritures. Il nous faut maintenant regarder, c'est la troisième partie, il nous faut à présent projeter le regard sur un passage très important. Et je ne pourrais même pas finir sans ce passage-là. C'est le psaume 139-138. Je ne vous donne pas lecture de tout le texte. Je vous lis seulement les versets 13 à 16. C'est le psalmiste qui parle. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Et le verset 16, mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Qu'avons-nous encore besoin de preuves pour démontrer la chose? Tout est clair. Néanmoins, quand on considère ces versets, les versets 13 à 16, on se rend compte évidemment que le psalmiste ne considère pas l'homme de l'embryon comme un homme en gestation. Il ne considère pas
l'embryon comme un homme en devenir, mais il considère l'embryon comme un homme construit. C'est toi qui as tissé mes reins, c'est toi qui m'as façonné. En hébreu, nous avons deux temps, puisque le texte original a été écrit en hébreu. Il y a le temps qu'on appelle l'accompli, le katal, et l'inaccompli, le yiktol. Le katal indique qu'une action est achevée et définitivement achevée. Le yiktol désigne l'inaccompli, mais aussi peut être l'équivalent de l'imparfait hébreu. Alors voyez un peu les termes utilisés, les verbes utilisés tous dans le texte hébreu. Déjà pour le verbe former, le verbe kana, nous sommes au katal, donc former, tu m'as formé. L'action de former, de créer est déjà achevée, définitivement achevée, l'homme est achevé. Même chose pour l'idée de façonner, même chose aussi pour l'idée disons, les eaux n'étaient pas cachées, etc., brodées au profond de la terre. Père Brice, je te remercie d'être debout, mais je continue. Alors, le texte continue en disant ceci. Que l'embryon a une constitution anthropologique. Et quels sont les éléments anthropologiques de l'embryon? Là, c'est une question qui nous resitue dans l'intérêt de ce séminaire. Au verset 13, on mentionne les reins. C'est toi qui m'as formé les reins. Et nous savons que dans les Saintes Écritures, les reins symbolisent le siège des émotions, allant de la joie à la souffrance. Et donc, de ce point de vue, le texte sacré considère l'embryon comme étant capable d'émotion. On peut illustrer encore la chose dans les Écritures. Luc 1, 41-44. 41.44. Jean-Baptiste entendit la salutation de Marie et le texte dit qu'il bondit de joie dans le sein de sa mère. Émotion de joie. Nous pouvons encore citer Genèse 25, 22. Dans le sein de Rebecca, les deux enfants se battaient. Émotion de colère, lutte. L'enfant est effectivement capable, l'embryon est effectivement capable d'émotion. Et revenons encore au texte de base, le texte 139-138, le verset 15 dit « Mes os n'étaient point cachés de toi. » Or, les os dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament en l'occurrence, les os désignent le corps dans sa totalité. Nous venons de voir que l'embryon est capable d'émotion, qu'il est doté d'un psychisme, par le biais des os, il a un corps. Et entre le verset 13 et le verset 15, il y a le verset 14, « Mon âme, tu la connaissais ». Cela signifie que l'embryon, dès le premier jour de sa conception, de la conception, est déjà doté d'une âme. L'embryon n'est en rien différent de l'homme. Or, de l'homme qui n'est plus au sein de sa mère. Il est capable d'émotion, il a un corps, il a une âme, et l'âme se dit en hébreu la nefesh. Et volontairement, l'auteur sacré a voulu rester dans le champ sémantique de la création en rapprochant son discours, Monseigneur l'a cité tout à l'heure, de Genèse 2,7. Je vous donne lecture de ce passage qui est aussi important. Le texte dit, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Littéralement, une âme vivante, une nefesh raya. Or, la nefesh, dans la logique des Saintes Écritures, désigne une personne. L'embryon est donc une personne humaine. Et l'embryon n'est personne humaine que dans la mesure où Dieu insuffla une haleine de vie. C'est parce que l'embryon a reçu l'haleine de vie de Dieu qu'il devient une nefesh raya, une personne vivante. Cela dit, pour conclure, en une seconde, ou plutôt en 2 minutes, peut-être 3. Oui. Pour conclure,
les Saintes Écritures sont assez claires sur la question. L'embryon est une personne humaine. Et c'est tout cela qui fonde le caractère inviolable et sacré de la vie de l'embryon au sein de sa mère dès le premier jour de sa conception. J'aime bien le texte de Sagesse 12, 5, 6 qui dénonce, c'est un texte qui dit la colère de l'auteur sacré. L'auteur sacré en Sagesse 12, 5, 6 dénonce ces impitoyables tueurs d'enfants, ces parents meurtriers d'êtres sans défense. Et la Didaché, ce texte du 1er siècle qu'on a appelé l'enseignement des 12 apôtres, la Didaché aussi va dans le même sens et dit « Tu ne tueras point d'enfants par avortement ou après la naissance ». Et il dénonce aussi ces assassins des enfants meurtriers par avortement de la créature de Dieu. La parole de Dieu est assez claire. Qu'est-ce que ce serait beau de suivre la parole de Dieu. Je vous remercie. Merci, Père Mathieu. L'enfant à naître est-il une personne? L'enfant à naître est une personne humaine. Le débat est réorienté depuis profond. L'enfant à naître est une bénédiction. Sur cette conclusion, nous laissons l'intermède nous faire entrer dans la bénédiction du Seigneur par un chant.